Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Frontal et Ramadan Moubarak Saïd. À quelques mois des élections législatives de 2026, la scène politique marocaine entre dans une phase charnière marquée par ce que certains observateurs qualifient déjà d'après Akhnouch. Cet après Akhnouch, comme on l'appelle, donc, se reflète aussi bien au sein du RNI que dans l'ensemble de la classe politique. Les cartes sont rebattues, la donne change et le suspense augmente. La décision de retrait du désormais ex-président du RNI fragilise et plonge dans l'incertitude d'une campagne jusque-là structurée autour de sa personnalité et elle oblige aussi bien la majorité que l'opposition à redéfinir leur stratégie électorale. Dans un contexte marqué par une certaine défiance politique et des attentes sociales élevées, notamment chez les jeunes, la question centrale devient celle du renouvellement du leadership et de la crédibilité des partis. Les mobilisations sociales récentes ont mis en lumière les préoccupations liées au pouvoir d'achat, à l'emploi et à la qualité des services publics, accentuant la pression sur notre classe politique. Et elles ont également exigé la reddition des comptes. L'après-Akhnouch, donc, ne signifie pas nécessairement une rupture, mais plutôt une recomposition. Le RNI doit désormais prouver qu'il peut exister au-delà d'un leadership fort, tandis que l'opposition tente de capitaliser sur une recomposition encore incertaine. À quelques mois du vote, une question domine. Les élections de 2026 confirmeront-elles la continuité politique ou ouvriront-elles une nouvelle séquence dans la gouvernance marocaine? Tout un programme, vous le voyez bien. Alors avec nous, pour discuter de cette nouvelle donne, de tout ce programme, c'est Jamal Hattabi, professeur Jamal Hattabi. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes Ramadan Karim. Allah yabarak fik alena wa alik. Vous êtes professeur universitaire, vous êtes ancien doyen de la faculté de droit de Mohammedia, si j'ai bien, et vous êtes président de l'association marocaine des politiques publiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'est Samuel Belfrère, marhaba. Merci aussi d'avoir accepté, répondu à notre invitation. Vous êtes professeur universitaire, vous êtes ancien député PAM et membre du bureau politique du PAM, bien entendu. Mesdames et messieurs, comme d'habitude, on va vous proposer donc le sujet de la rédaction que nos invités vont commenter et on ouvrira le débat juste après. À tout de suite. La scène politique marocaine a connu le 7 février un tournant majeur avec le départ de Aziz Akhnouch de la présidence du RNI à quelques mois des législatives de 2026. À la tête du parti depuis 2017 et du gouvernement depuis 2021, il cède la direction du RNI à Mohamed Chaouki. Ce retrait marque la fin d'un cycle et ouvre une phase d'incertitude stratégique pour la classe politique, notamment pour la majorité, dans un contexte social exigeant en matière de réforme et marqué par une jeunesse mobilisée. Ce changement dépasse le cadre interne du parti. Il reconfigure les équilibres politiques au sein de la majorité comme de l'opposition. Le RNI aborde les élections en mettant en avant son bilan, mais la question de son leadership sans Akhnouch demeure centrale. Saura-t-il préserver sa cohésion et son ancrage populaire? La solidité de la majorité est également interrogée. Le PAM et l'Istiqlal maintiendront-ils leur discipline ou chercheront-ils à se repositionner à l'approche du scrutin? Par ailleurs, des mouvements d'alliance se dessinent, transhumance entre formations comme l'USFP et le PPS, regain de visibilité du MP, mobilisation accrue du PJD. S'ajoute l'inconnu des moins de 35 ans autorisés à se porter candidat et à mener campagne indépendamment des partis. Le départ d'un leader marque la fin d'une époque, mais peut aussi ouvrir une nouvelle dynamique. Assiste-t-on à un renouvellement normal ou à une recomposition profonde du paysage politique? Dans cette émission, nous analyserons les enjeux de cette transition, l'héritage d'Aziz Akhnouch, l'avenir du RNI, les recompositions en cours et les scénarios possibles pour 2026. Votre commentaire, professeur Hattabi? C'est un non-événement qui est devenu un événement institutionnellement parlant. Monsieur Akhnouch devait partir aussi parce qu'il avait déjà effectué les 2 mandats qui lui ont été... Mais c'est le contexte qui est un peu différent et délicat. On a assisté à une dynamique favorable suite à une pré-campagne désignée comme ça a été dit par les autres, mais qui commençait à donner des effets positifs où les RNI commençaient à croire à un nouveau départ et peut-être une nouvelle victoire qui leur aurait certainement donné la le fait de diriger le gouvernement une deuxième fois.
Malheureusement, tout le monde a été pris de court. Est-ce qu'on peut parler de recomposition? Non, ce n'est pas du tout une recomposition. Ces départs font partie de l'ADN du RNI, puisque depuis le départ d'Ahmed Osman, jamais les changements des dirigeants du RNI n'ont été faits de manière normale. Et on a toujours ramené des gens de l'extérieur. Là, la locomotive était encore bonne. Hein, donc, durant les dernières élections, il fallait changer de locomotive pour gagner les élections. Là, la locomotive était bonne. Et puis, la présentation de l'action gouvernementale a été faite de manière extrêmement professionnelle et positive, voire favorable pour le RNI, ce qui fait qu'on se pose cette question, pourquoi ce départ et pourquoi à ce moment-là? Alors que, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose d'ordinaire. Donc, pour la classe politique en général, c'est peut-être une leçon qu'on ne s'accroche pas au siège, et chaque fois en fait que quelqu'un a rempli ses fonctions durant un mandat et deux mandats, il doit passer le relais, et la relève ici est un jeune peut-être qui continuera le travail. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de rupture au sein du RNI. Il y a donc une continuité, puisque la personne qui a été choisie à l'unanimité, et elle continuera certainement le travail qui a été accompli par M. Arnouch. Une rupture de genre. Alors Samir Belfreh, le professeur Khattabi nous dit que c'était un non-événement. La démission du chef du gouvernement de la présidence de son parti, du parti qui dirige la majorité dont vous êtes un membre important. C'est un non-événement qui est devenu événement. C'est un événement qui est devenu événement, donc il persiste et signe. Comment vous voyez les choses? Enfin, vous commentez déjà le sujet et vous répondez à cette question. Tout d'abord, merci pour l'invitation, c'est Aziz. Ramadan Moubarak à vous, à votre invité, professeur Khattabi, à tous nos chers, très chers téléspectateurs. Tout d'abord, permettez-moi de rebondir sur l'édito. Moi, je ne suis pas d'accord quand vous dites que je ne suis pas d'accord sur le fait de dire que le retrait de l'ex-président du RNI fragilise ou plonge dans l'incertitude une dynamique structurée, une dynamique politique structurée autour de sa personne. Concernant le PAM, c'est faux. Notre dynamique, aussi bien politique, partisane, enfin électorale et organisationnelle, elle est structurée autour de notre projet, de notre vision, de notre ambition que nous essayons de mettre en œuvre depuis 17 ans. Nous savons d'où on vient et où est-ce qu'on va. Et en aucun cas, il tourne autour de sa personne. Je pense à mon sens, aujourd'hui, il faut éviter les lectures émotionnelles et dramatiques. Le plus important aujourd'hui, ce n'est pas le départ d'une personne ou l'arrivée d'une autre. C'est quand même pas n'importe qui, c'est quand même le chef du gouvernement. C'est le président, c'est vrai, il a la double casquette, il est l'ex-président du RNI et puis le chef du gouvernement. Moi, je ne relativise pas trop, mais je dis que c'est pour certains son départ, la vie politique, sans M. Aziz Arnouch ne vaut pas la peine d'être vécu. C'est leur problème, ce n'est pas notre cas. Au sein du PAM, nous savons qui nous sommes, qu'est-ce que nous voulons, où est-ce qu'on va, d'où on vient. Ça, on le sait, nous travaillons depuis 17 ans sur un projet politique que nous essayons de mettre en œuvre pour l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Alors aujourd'hui, on n'est pas dans une phase de le départ d'une personne. Aujourd'hui, c'est la question qu'il faut se poser, la question centrale, c'est notre capacité en tant qu'acteur politique de se structurer autour de projets, autour d'idées, et non pas autour d'une personne. Les échéances de 2026, nous sommes appelés à rendre des comptes, c'est un bilan, c'est ce que nous allons proposer aux Marocains. C'est-à-dire qu'il faut arrêter avec la personnalisation excessive du débat politique. Il y a beaucoup de personnes qui ont servi notre beau pays, qui sont parties, et c'est la grande loi de la vie politique. C'est-à-dire, aujourd'hui, le RNI ont décidé de changer de leadership. C'est leur décision souveraine. Nous respectons, avec tout le respect que je dois à M. Aziz Arnouch. Dans une démocratie, les leaderships évoluent, les équilibres se redéfinissent d'une manière continue, mais les institutions sont là, ne sont pas dans la fin d'une phase, ne sont dans la continuité des institutions de l'État. Je pense que c'est comme ça que nous voyons les choses au sein du PAM, et nous continuons à servir notre pays à travers la coalition gouvernementale
indépendamment de ce que décident les autres partis politiques. Alors c'est assez... Je voulais juste insister sur la normalité de la chose. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de non-événement. En fait, on a des institutions. Ces institutions ont des règlements intérieurs et ces règlements intérieurs imposent à ceux qui dirigent des institutions de partir quand ils ont fini leur mission. Hein, c'est le cas d'Arnouch. Donc cette lecture institutionnelle doit être vue de manière favorable. Donc c'est une bonne chose. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de leçons pour ceux qui s'accrochent dans les autres partis politiques. Et là, je rejoins l'Oustad Samir sur le projet. Donc ce parti ou ce gouvernement avait un projet et il a essayé tant bien que mal de le réaliser. Et beaucoup de choses ont été réalisées, beaucoup d'autres ne l'ont pas été. Et il faut dire en fait que ce gouvernement ou celui qui l'a précédé n'ont pas eu beaucoup de chance. Donc que ce soit la sécheresse, que ce soit des incidents qui sont... Covid, Ukraine, etc. Exactement, qui ont ralenti quelque part ce que le gouvernement a programmé au départ. Et puis, la notion de la continuité se pose. Est-ce qu'on va continuer justement à œuvrer pour finir les chantiers qui sont ouverts et ils sont colossaux, sachant très bien en fait que le Maroc est engagé dans des projets qui sont extrêmement importants, la Coupe du Monde et d'autres sujets qui sont importants, à commencer aussi par la résolution de la... Je suis quand même surpris que donc, vous êtes membre de la majorité, vous êtes professeur universitaire, vous considérez que le départ du chef du parti dirigeant la majorité est un non-événement et qu'il a terminé son job et que donc il doit partir et que vous parlez de votre parti. Ce qui est tout à fait normal de défendre son parti, de dire que votre projet est articulé autour du projet de votre parti, autour des structures de votre parti, c'est très bien, mais c'est quand même le chef du gouvernement, c'est pas rien. Je considère que c'est un événement qui est extrêmement important, et le fait de considérer qu'il n'est pas important est peut-être encore plus important que l'événement lui-même. On enlève un peu l'importance de cette fonction, en fait, ou là du personnage. Si vous me permettez, nous avons suivi ces décisions avec beaucoup de sérénité et de responsabilité politique. Comme disait le professeur Hattabi, c'est vrai, ce qui a peut-être donné de l'ampleur à ces décisions, il y en a eu plusieurs décisions au sein des autres partis. Il y a beaucoup de leadership qui sont partis, qui ont fait un seul mandat. Je peux vous citer au sein du PAM, il y a 5... il y a plusieurs secrétaires généraux qui se sont succédés à la tête du PAM. Je pense que la particularité réside dans le fait que ce n'était pas un événement prévisible. C'est qu'il y avait une dynamique organisationnelle, rien ne laissait penser et croire que M. Aziz Arnouch allait partir ou un congrès exceptionnel allait avoir lieu le 7 février et puis le flambeau serait passé à M. Chouki, que je tiens à féliciter à travers votre émission. Nouveau président du RNI. Le nouveau président du RNI. Et c'est donc, je pense, ce contexte, à quelques mois des élections législatives, il y a beaucoup d'enjeux, un débat politique autour de beaucoup de sujets de société, et c'est ça ce qui a fait en sorte que cet événement a pris de l'ampleur. Mais dans la vie politique normale, dans une situation très normale, c'est un fait. Après 2 mandats, un leadership décide de passer le flambeau à un autre membre du parti. C'est un événement, c'est une phase organisationnelle, mais en aucun cas, concernant le PAM, cela bouscule ou influence, ou comme vous le disiez au début, fragilise ou plonge dans l'incertitude. Non, pas du tout, loin de ça. C'est tout sauf ça. C'est que... J'essaie de regarder... Alors pour terminer, effectivement, aujourd'hui, il est chef du gouvernement, mais il n'est pas chef du parti. Ça, c'est pour ça que je dis qu'il faut voir les choses un peu dans ce contexte. Et c'est ça ce qui fait en sorte que cet événement a pris de l'ampleur et a suscité beaucoup d'intérêt, beaucoup de questionnements. Comme je disais tout à l'heure, si certaines personnes ou structures pensent
que leur vie professionnelle ou leur vie politique ne valent pas d'être vécues sans lui, ça c'est leur problème, c'est pas notre problème. Non, on continue notre chemin au service de notre beau pays. Hein. Dans le même sens, je crois en fait que le départ de M. Arnouch ne pose pas de problème au RNI, et il pose problème aux autres. Il pose problème à ceux qui avaient axé toute leur campagne électorale future et tout leur programme sur la personnalité d'Arnouch et sur... Vous parlez de qui du député Endhom au RNI ou des membres de majorité? L'opposition, à l'intérieur, bien entendu, de la coalition, il y a aussi c'est tout à fait normal, c'est légitime. C'est légitime. J'utiliserai un terme qui a été utilisé lors du gouvernement de l'alternance, Moulanouba. Donc ça y est. Donc, à qui le tour? À qui le tour. Et c'est tout à fait légitime. Donc la coalition, ils ne se sont pas associés pour être figés dans cette position-là. Donc il y a une association, mais chacun défend bien entendu. Alors est-ce que vous pensez, est-ce que vous pensez que les deux partis de la majorité, Jabal Hatabi, le PAM et l'Istiqlal, chercheront à renégocier les rapports de force au sein de cette majorité? Parce qu'on ne peut pas renier ou nier le fait que Arnouch est un chef de la majorité qui s'est imposé en tant que chef de la majorité. Maintenant, le chef de la majorité, quand on voit le pacte de la majorité, c'est très bien, mais on voyait 3 ou 4 ministres, parce qu'au PAM, vous en avez beaucoup, donc vous avez au moins 2 sur 3 qui sont au gouvernement. Ça parlait gouvernement, ça parlait majorité. Là, maintenant, ça va un peu se diluer un petit peu. S'ils doivent parler de la majorité, il faut qu'il y ait des membres du gouvernement avec le chef du gouvernement et quelqu'un qui n'est pas au gouvernement, qui est Mohamed Chouki. Est-ce que vous pensez que le PAM et l'Istiqlal vont profiter de ça pour renégocier, pour revoir un peu leur position de force au sein de la coalition? En tout cas, ce n'est pas une situation confortable pour le nouvel arrivant. Ce n'est pas une situation confortable, mais c'est un parlementaire, c'est quelqu'un qui a déjà dirigé qui le dirige toujours le groupe du RNI au sein de la première... Et vous pensez qu'en tant que chef du parti dirigeant la majorité, je parle de Mohamed Chouki, pas de Aziz Akhnouch. Aziz Akhnouch est chef du gouvernement, point. Tout à fait. Est-ce que vous pensez qu'il aura la main sur les gens du PAM et les gens de l'Istiqlal? Il faut lui donner le temps. Il faut lui donner le temps. Il n'a pas beaucoup de temps, les élections, c'est dans 6 mois. Il arrive, et puis c'est vrai que le RNI, qu'on le veuille ou pas, traverse une zone de turbulence aujourd'hui. Il y aura certainement des départs. Est-ce qu'il y aura des nouveaux arrivants? Vous savez, on a l'habitude dans la scène politique marocaine qu'il y a des changements, il y a des changements de couleur politique à la veille des élections, en fonction, bien entendu, du vent. Donc on ne sait pas si le vent souffle toujours dans le sens du RNI ou dans le sens des autres partis, mais en tout cas, la situation n'est pas très simple pour celui qui arrive. Il doit, tel qu'un capitaine du navire ou qu'un commandant de bord, traverser la zone de turbulence. On ne sait pas comment. Tout dépendra aussi des alliés. Donc, est-ce que les alliés seront de bonne foi ou est-ce qu'ils seront de mauvaise foi? Mais en politique, il n'y a pas de bonne foi. En politique, donc il y a des opportunités. Et il est vrai, en fait, que le départ de M. Arnouch fait les affaires de certains, mais il ne fait pas les affaires des autres. Donc, l'opposition, par contre, elle est en ce moment... Là, on va arriver à l'opposition, si vous permettez. On va déjà faire réagir Samir Belfré sur ce que vous venez de dire. C'est une perle. En politique, est-ce que vous êtes de bonne foi ou de mauvaise foi? En politique, il y a beaucoup de mauvaise foi. J'allais réagir. Bah oui, on ne peut pas ne pas réagir à ça. Parce que je pense que l'action politique est noble. Tout à fait. Malheureusement, la perception au jour d'aujourd'hui, est beaucoup plus impactante que la réalité elle-même. Comment les citoyens voient l'acteur politique, des fois, il est beaucoup plus frappante que la réalité elle-même. Aujourd'hui, nous assistons à une dynamique de déni de toutes les institutions représentatives, de toutes les actions. C'est-à-dire notre société est devenue phagocytée par le déni, par le rejet de toute bonne initiative. C'est-à-dire les acteurs aujourd'hui sont pointés du doigt, ne sont plus dans ces situations confortables. À chaque fois, quand on fait de la politique, c'est pour grimper l'échelle sociale, c'est pour faire ça, c'est pour faire ça. Et c'est faux. On fait de la politique dans un parti qui se respecte,
dans un environnement, dans une démocratie qui se respecte, la politique se fait avec beaucoup de conviction, avec beaucoup d'engagement. Il y a un projet de société. Nous, au PAM, notre projet est fondé sur une idée simple. Nous sommes là pour servir notre pays et répondre aux attentes modernistes que les Marocains... Tous les partis font ça, ça le ferait. Non, mais j'ai pas fini. Non, c'est faux. Non, je suis désolé. Nous œuvrons pour répondre aux aspirations modernistes que les Marocains ont exprimées depuis l'indépendance. La place de la femme dans la société, la place des jeunes, la modernisation des institutions. Nous avons tout fait en sorte pour stopper qu'une dynamique politique s'accapare de la société. Nous l'avons fait. Et ça, nous sommes très très fiers et nous sommes très très contents. Nous défendons la pluralité. Vous parlez du PJD, je suppose. Nous défendons la pluralité. C'est-à-dire vous aviez une dynamique partisane et politique qui voulait vraiment orienter la dynamique de la société vers une seule direction. Et nous, on défend la pluralité, on défend la modernité, l'égalité, l'État territorial. Il y a de la place pour tout le monde dans ce beau pays. Il n'y a pas la place que pour certaines élites. Non, mais je connais très bien mon projet. Et c'est pour ça que je dis la politique. Moi aussi, je connais le projet. La politique, il faut la faire avec de la bonne foi. Mais malheureusement, un parti politique, ce n'est qu'une facette de la société. La société est faite ainsi. Ce n'est pas un endroit où il ne se passe rien et que tout se passe de l'autre côté. C'est une facette de la société. Excusez-moi, je vais vous couper. Excusez-moi 2 secondes. La crise de la représentation dont parle Samir, elle n'est pas seulement marocaine, elle est partout. Non, ça c'est clair. Dans le monde, on a cette défiance vis-à-vis des d'une manière générale et surtout avec l'émergence des réseaux sociaux, ça a donné sur la coalition, ça a donné ça. Mais je vais revenir sur ce que vous dites. Et là, j'ai à la main un bouquin que vous avez édité qui est à vous, ça s'appelle Belfray. Un joli titre. Moraliser pour mobiliser. C'est bien ce que vous dites. Si vous pouvez avoir un plan caméra sur le bouquin, ce serait bien. C'est bien de parler de ça. Nous allons faire. Mais vous avez on l'a déjà fait aussi. Vous avez un ministre. Je vais poser ma question. Vous avez un ministre qui est le ministre de la Justice, qui s'appelle Saad Tefouebi, qui est l'ancien secrétaire général de votre parti. Et on ne peut pas dire qu'il y a eu une moralisation énorme sous son mandat. On n'a pas fait de loi sur l'enrichissement. On n'a pas fait de loi sur on n'a pas véritablement combattu la corruption. On n'a pas fait de loi sur le conflit d'intérêts. Vous parlez de la modernité, très bien, mais on n'a pas fait on n'a pas changé les lois sur les libertés individuelles, les libertés sexuelles et autres. Donc on peut rester sceptique aussi. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'il y a la lutte contre la corruption est un chemin. Ce n'est pas un chemin prédéfini. Le chemin se fait en avançant. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites pendant ce gouvernement. Premièrement, je peux citer quelques-uns. C'est-à-dire la dématérialisation des procédures, c'est-à-dire réduire un peu la présence humaine dans la numérisation. Le nouveau décret sur les marchés publics et beaucoup d'initiatives qui font en sorte que il y a plus de transparence, il y a plus d'équité, notamment dans la gestion de l'offre, des appels d'offres publics. Mais quand vous parlez vous avez cité mon livre, merci beaucoup, j'en suis ravi. La moralisation, la vraie question au jour d'aujourd'hui au Maroc, c'est le degré d'engagement de chaque citoyen dans la dynamique de développement de notre pays. Et nous, en tant qu'acteurs politiciens, il est de notre devoir d'accentuer, d'être à la hauteur, parce que les Marocains s'identifient en nous. Nous devons donner l'exemple. Le livre, quand je parlais de moralisation, c'est un levier, une solution, un point d'entrée pour générer la mobilisation sociétale autour d'une dynamique. Dieu merci, vous vous souvenez, alhamdoulilah, le 31 octobre, il y avait la décision du Conseil national et on se félicite tous aujourd'hui d'une décision historique qui est l'aboutissement d'une dynamique et d'un engagement que Sa Majesté avait initié pendant plus de 20 ans pour que Dieu le glorifie pour la souveraineté du Sahara national. On a la Coupe du Monde de 2030 et toute cette dynamique exige un niveau élevé d'adhésion, d'implication et d'engagement citoyen. Alors je finis, s'il vous plaît. Quand je parlais de moralisation, ce n'est pas au sens religieux du terme. Si au contraire, non, je parlais de la priorisation de l'intérêt public avant l'intérêt personnel. Oui. Je parlais de la probité, de l'exemplarité, de la reddition des comptes. C'est un écosystème de valeurs qui doit se placer, doit se positionner, qui doit être l'âme de l'exercice de nos politiciens pour qu'on puisse générer plus de confiance
des citoyens envers nos institutions représentatives. Sinon, ça serait un match amical. C'est-à-dire, le citoyen ne fait pas sans enjeu. Les citoyens ne font pas confiance aux institutions représentatives à part voilà ce que vous avez écrit dans votre livre. Je remets en cause la déclinaison de ce que vous dites et ce que vous avez écrit couché noir sur blanc dans la politique actuelle du gouvernement dans le département de la justice. C'est tout. Regardez, je vais vous donner un exemple. Le dernier congrès du parti, nous avons parmi les outputs du Congrès, c'est l'élaboration d'une charte de moralisation dans l'exercice interne de notre parti. C'est-à-dire aujourd'hui, l'exemplarité dans l'action, aussi bien organisationnelle, électorale et politique, est une condition nécessaire pour parler et servir au sein du PAM. Vous retrouvez... il y a une différence entre ce que dit Samir Belfré, professeur universitaire, auteur, et en tant que politique, la déclinaison... vous avez répondu, on va le laisser réagir. Si vous n'êtes pas d'accord. Allez-y. Samir, mais la moralisation est un grand chantier, donc c'est un grand chantier. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça suppose... Elle n'a pas reculé sous son mandat, la moralisation une dynamique, j'arrive. C'est une dynamique sociétale. Mais c'est une dynamique qui est semée d'embauches. Ces embauches peuvent être extrêmement... parfois, comme le fer rouge, marqué au fer rouge, l'action de ces partis. Le PAM, par exemple, a été frappé par le retrait, au niveau de la moralisation, le retrait de l'ancien projet sur la moralisation de la vie publique, sur l'enrichissement illicite. Le RNI a été frappé par les différentes affaires liées au conflit d'intérêts. Mais comme vous l'avez dit, ce n'est pas vraiment la moralisation. Les hommes politiques, qu'ils soient marocains ou autres, ils ont été acculés justement à commencer ce processus de moralisation, parce que la moralisation, c'est la performance. Et il n'y a pas de performance, en fait, s'il n'y a pas de transparence et s'il n'y a pas de rationalité dans l'action publique. Et, bien entendu, la coalition aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extraordinaire dans notre pays. Pour la première fois, la majorité a eu cette chance d'être forte. C'est une majorité extrêmement forte. Et les Marocains avaient mis énormément d'espoir sur l'action de ce gouvernement parce qu'il pouvait agir. Il avait tous les leviers pour, justement, que ce soit dans la moralisation, que ce soit partout pour réussir. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Beaucoup de chantiers n'ont pas abouti, bien entendu. Beaucoup de choses ont été faites. Il ne faut pas non plus être négationniste. Permettez-moi d'être sceptique sur cette question de moralisation. Mais il reste quand même énormément de choses à faire et c'est le message parce que la symbolique de certaines choses peuvent avoir énormément d'impact sur la relation que le citoyen a avec les hommes politiques. Quand vous professez la moralisation et à côté il y a des actions qui ne le sont pas, même si elles ne sont pas majoritaires, ça porte justement atteinte à la dynamique voulue par les acteurs. Je n'ai pas eu cette impression qu'il y ait une véritable avancée en matière de moralisation. Je vous ai cité un certain nombre d'exemples. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Par exemple, la loi sur les peines, alternatives. C'est une très bonne chose. C'est une excellente chose. La loi sur l'échec qui passait dernièrement. C'est une excellente. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis de prison. C'est excellent. On ne peut pas dire le contraire. Mais on ne parle pas en politique de train qui arrive à l'heure. On parle de train qui arrive en retard. Et donc, nous avons un problème au niveau du code de procédure pénale. Nous avons un problème au niveau du conflit d'intérêts. La législation. On parle sur l'enrichissement illicite. Il y a un processus sur ça fait 4 ans. Mais c'est pas un problème. C'est là où peut-être ce que disait le professeur Tabé est partiellement vrai, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Le chantier ou l'enjeu de la moralisation, c'est un défi qui doit être porté collectivement par toutes les sensibilités de la nation, pas uniquement par... C'est là où on se trompe, parce qu'on pense dans notre beau pays que tout doit transiter par légiférer, que tous les maux de la société peuvent être corrigés à travers une loi. C'est faux. Il y a des lois qui ont été votées qui ne sont pas appliquées. Et je peux vous en citer. Oui, bien sûr. Une loi, c'est la traduction d'un état d'esprit de la société.
En général, c'est ça. Il y a une dynamique qui a été lancée, c'est vrai, il y a beaucoup de travail à faire. J'espère bien que le prochain mandat gouvernemental, il y aura une loi qui cadre la moralisation de l'action politique. Il y a une volonté au sommet de l'État. Sa Majesté, le roi Mamsis, que Dieu l'assiste, avait appelé le Parlement à élaborer une charte de moralisation lors du discours de 2020. Ça veut dire qu'il y a une volonté de l'État. La nouvelle loi électorale qui est en cours d'élaboration, qui est 53, 24, 23 et 25 aujourd'hui, met en avant plus de régulation, plus de transparence, plus de clarté, et elle cadre bien l'action électorale pendant les élections. Je pense qu'il y a des avancées, ils ne sont pas suffisants, ce n'est pas terminé. Comme je disais au début, c'est un chemin. Le chemin se fait en avançant et c'est un défi qui doit être porté collectivement. Même le comportement, je peux vous dire, il y a le comportement des acteurs politiques, oui, mais il y a le comportement de d'autres responsables au sein de la gestion de la chose publique. C'est-à-dire l'équité et dans l'accès à la fonction publique, aux soins, la réduction des disparités territoriales, l'égalité des chances, ce sont des enjeux de société qui ne doivent pas être portés uniquement par une loi, mais c'est l'engagement, c'est l'adhésion, c'est la conviction de chaque responsable à servir dans le sens pour réaliser, atteindre cet objectif. Mais aujourd'hui, et on voit tout en noir, on est dans le déni, et puis on rejette tout ce qui a été fait. Il y a des avancées. J'en ai cité même. Il y en a, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ce qu'on dit. Il faut continuer, il faut persévérer. Et nous, au sein du PAM, nous nous sommes engagés. Nous l'avons fait savoir haut et fort. Et j'espère qu'on puisse encore contribuer davantage les années à venir. Alors, Anna, il y a quelque chose qui m'étonne quand même, qui me surprend dans vos propos. Je reste focalisé sur cette question du chef du gouvernement. C'est le chef du gouvernement. C'est une émission dédiée... Non, elle n'est pas du tout dédiée à Aziz Akhnouch. C'est Aziz Akhnouch est chef du gouvernement. Il termine son mandat, mais je n'ai pas l'impression, en étant avec vous, d'être avec une majorité. J'ai l'impression d'être avec le PAM. Vous êtes PAM et c'est tout à fait normal. Parce que vous ne m'avez pas posé la question sur la coalition, c'est tout. Ben, quand je parle du chef de la coalition, du chef de la majorité... J'allais répondre, mais vous aviez... Est-ce que vous pensez, Jamal Ahtabi, qu'avec ce qui s'est passé, donc les dernières choses qui sont passées, les derniers événements, dernières sur la scène politique, est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine fragilité ou une certaine usure ou une certaine incertitude de cette majorité d'ici aux élections? Dans le sens, Diel, est-ce qu'ils vont y aller soudés? Et dans ce cas, comment ils vont assumer l'héritage de cette majorité? Ou alors ça va commencer à se déliter dès maintenant, si ça n'a pas déjà commencé? Non, ça a déjà commencé. C'est bien l'impression que j'avais. C'est tout à fait légitime, je l'ai dit tout à l'heure. Ils n'ont pas été liés éternellement jusqu'à la mort. Donc ils ont été liés pour une législature. La législature prend fin et c'est tout à fait normal en fait que chacun essaie de tirer les rangs du feu. Donc c'est tout à fait normal que les partis, chacun va essayer de tirer la couverture vers lui. Donc on va essayer de mettre les partis au sein même de la coalition, vont chacun essayer de mettre en avant ce qu'ils ont fait en tant que parti politique. Et on l'a constaté tout à l'heure dans le discours de Sissamir. Donc il est là, il défend un point de vue qui est celui du PAM. D'autres feront la même chose. Et la campagne électorale, elle est ouverte. On ne peut pas prédire ce qui va se passer dans le futur. Mais en tout cas, est-ce qu'il y aura des candidatures communes? Ça, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Déjà, depuis un bon moment, on a les partis politiques qui commencent à prendre leur indépendance, pas leur indépendance, mais ils commencent à prendre un peu leur distance par rapport à ce qui est On terminera par un gouvernement de gestion des affaires courantes. Alors, chacun va défendre son carré, donc les portefeuilles qui sont portés par des ministères partisans vont être défendus et ils ne vont certainement pas dénigrer les autres, mais ils vont mettre l'accent sur, bien entendu, ce qui a été fait par ces partis-là. Nous avons déjà vu, je ne vais pas citer de noms, mais on a commencé à avoir une certaine forme d'opposition interne à l'intérieur du gouvernement. Mais ça date pas...
Ça date pas du... Non, il faut dire les noms. C'est une émission politique. Ça date pas d'aujourd'hui. C'est une émission politique. C'est depuis un bon moment. L'Istiqlal, vous voulez parler de l'Istiqlal? Oui, tout à fait. L'Istiqlal, c'est ce qu'il fait depuis des années. C'est-à-dire un pied dedans, un pied dehors. Oui, non. Le PAM aussi, il est en train il ne se désolidarise pas. Ils ne sont pas encore là. Mais chacun défend. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que la coalition, ils n'ont pas... Ils ne se sont pas liés pour se dissoudre. Ils sont liés justement pour que chaque parti sorte renforcé de cette expérience. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Chacun va défendre son bilan. Le bilan, bien entendu, du gouvernement, il est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il est mitigé. Donc il y a eu énormément d'attentes parce qu'on avait promis beaucoup de choses. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait des déçus. Cela étant, ça fait quand même 2-3 ans qu'il y a des événements qui se passent à droite et à gauche, ici et là, et que chacun, quand il n'est pas concerné, chaque membre de la majorité, quand il n'est pas concerné, laisse le copain se débrouiller. On a vu ça avec l'histoire des subventions sur les viandes. Le principe de la solidarité gouvernementale pas tout à fait ça. On n'entend pas l'Istiqlal monter au créneau pour défendre. Pour l'affaire des viandes, PAM et Istiqlal sont restés sur leur compte à soi. Non, j'étais invité ici, j'avais répondu à vos questions concernant... Oui, vous avez répondu aux questions, mais ça ne veut pas dire qu'il y avait une action au niveau du Parlement, une action au niveau des médias, une action. C'est-à-dire qu'on laissait. Et aujourd'hui, Samir Belfré, c'est vous, pas personnellement. Je peux parler de la coalition quand même. Aujourd'hui, les autres partis ne défendent pas Ben Saïd, ne voilà, défendent pas justement, c'était la question que je voulais pas. Les projets, ce sont des projets de société qui sont extrêmement importants. Mehdi Ben Saïd est en difficulté avec son histoire de Conseil national de la presse. Abdel Fouhabi est en difficulté avec son histoire de loi sur les avocats. Est-ce que vous pensez que le parti est fragilisé? C'est quand même 2 patrons du parti. Un patron actuel et un patron passé. Qu'on n'a pas la même perception des choses. Premièrement, je vais parler de la coalition. En tant que PAM, nous affirmons la continuité de la majorité, de la coalition, une continuité efficace. Certes, M. Aziz Akhannouch était un personnage central dans cette coalition, mais pour plus d'efficience gouvernementale. Nous avons toujours été sincères, nous avons toujours été solidaires pour tous les projets, pour les projets de loi qui ont été présentés par les ministres du PAM, que par les autres départements ministériels. C'est-à-dire nous avons honoré nos engagements. Une coalition ne repose pas sur des personnes, elle repose sur un contrat politique, sur des projets nous sommes engagés envers les Marocains. Est-ce qu'il va y avoir un contrat avant les élections? J'y arrive. Il y aura un bilan. C'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne, on a la culture de déposer un bilan gouvernemental à la fin du mandat. Est-ce que ça va être déposé par la majorité? On est à 6 mois des élections. Ce qui s'est passé, même quand c'est pas vous qui avez pris les décisions, par exemple l'histoire des viandes, encore une fois. Alors, je reviens sur ce que vous disiez. C'est-à-dire notre objectif, c'est de maintenir un gouvernement crédible pour qu'il puisse accélérer et finir les projets sur lesquels il s'était engagé avec le Maroc. Ça, c'est notre position et nous l'affirmons haut et fort. Après, s'il y a un autre parti, comme vous venez de citer, vous avez parlé de l'Istiqlal, qui a sa propre lecture à l'horizon des élections 2026, c'est son problème, c'est son affaire. Nous avons été sincères, solidaires et nous honorons nos engagements, aussi bien envers la coalition et envers les citoyens. Par contre, quand vous parlez monsieur le ministre Mehdi Ben Saïd, membre de la direction collégiale, et qu'il n'a pas été soutenu, non, il a été soutenu. On se trompe dans une démocratie. Une loi, elle est amenée à être débattue, à être amendée, voire censurée. C'est la maturité d'une démocratie. Ça ne fragilise en aucun cas un ministre. Ou encore moins son parti, encore moins le gouvernement. Au contraire, je ne dis pas que Mehdi Ben Saïd était fragilisé par ça. Non, au contraire, non, mais je ne parle pas. C'est-à-dire, vous disiez... Au contraire, c'est la vitalité de la démocratie, on est bien d'accord. Avec une cour constitutionnelle, avec une opposition, avec des organismes. Vous aviez présenté le fait... c'est sur les autres. Sur le Conseil, le Conseil, comme quoi c'était un échec. Ce n'est pas un échec pour moi. Au contraire, il y a le tribunal constitutionnel, il y a le Parlement, il y a les médias. C'est un écosystème. Pour parler du Conseil de la presse et Mehdi Ben Saïd, il s'est passé quoi en fait? Quand c'est passé au niveau de la deuxième chambre, on a bien vu que l'Istiqlal n'était pas dans le coup, par exemple, pour être clair.
Mais écoutez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. C'était pas un échec, lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Je vais vous dire une chose. L'exercice. Mais dans les partis, on n'a pas vu des partis qui défendaient. L'exercice de la coalition, il n'est pas parfait à 100%. Il y a des hauts et des bas. Non, mais il n'est pas parfait à 100% dans toute action humaine. On ne peut pas prétendre qu'on était parfait, sinon ça serait une grande illusion. Il y a des choses sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord, des fois des choses qui devaient passer par la majorité, la coalition, avant d'être présentées au Conseil de gouvernement, ce n'était pas le cas. Mais c'est des interprétations, des jugements, mais la bonne foi est là, l'engagement est là. Après, je pense le citoyen, le Marocain, est suffisamment intelligent pour voir qu'il cherche de jouer l'opportuniste dans cette dynamique partisane nationale en fonction des situations et du contexte, et qui est vraiment sincère. Nous, en aucun cas, pendant 5 ans, nous avions dénigré ou remis en question une initiative émanant des 2 autres alliés, aussi bien le RNI et le Sirlal. Nous avons été dans l'opposition depuis 2008. On a été le 25 novembre 2011, nous avions décidé de faire partie de l'opposition. En 2016, c'était la même chose. Nous avons acquis beaucoup d'expérience et beaucoup de vécu dans l'exercice politique et partisan. Non, et pour vous dire, c'est pas aujourd'hui que nous allons nous servir de certaines pratiques qui ne sont pas les nôtres. En tout cas, c'est à la décharge du pape. Effectivement, vous avez plus ou moins joué le jeu, à mon sens. Défendre son identité dans une coalition, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Donc, on a l'exemple allemand où les socialistes et les chrétiens démocrates ont gouverné et chacun, pendant les élections... Comme ça s'est passé avec le PPS et le PJD. Voilà. Donc, ensemble, et après, ils ont... Nous sommes en apprentissage. C'est ce que je disais, les équilibres se redéfinissent. Mais ce qui reste, ce sont les institutions. En période d'apprentissage qui est dératé, donc là, ils le sont, mais il ne faut pas interdire aux partis politiques de faire campagne sur leurs thèmes favoris. Il y a des partis qui ont des portefeuilles qui ont une devise, mais qui ont aussi réussi dans le portefeuille qu'ils gèrent. Donc ils doivent le mettre en avant pour eux-mêmes, mais pour la coalition aussi. Mais ça dépend. Moi, je reviens à ce que disait Samir tout à l'heure. Il a parlé d'un bilan commun. Donc, ils vont faire un bilan commun. Est-ce que ce bilan commun va donner lieu à un programme commun sur lequel vont concourir les différents partis politiques composant la coalition, et en partant peut-être, pourquoi pas, avec des candidats communs, ça m'étonnerait. Donc, la coalition peut-être se fera après, chacun dans quelques mois, chacun partira tout seul, et on le voit d'ailleurs. Mais la Constitution est claire là-dessus. Le parti qui arrive en tête, Sa Majesté, nomme une personne de... C'est clair. C'est-à-dire, on ne parle pas d'une coalition qui arrive en tête, on parle d'un parti qui arrive en tête. Tout à fait. C'est pour ça que les partis ont le droit d'avoir l'ambition de briguer, d'arriver en tête. Alors, puisque vous parlez de campagne électorale, je reste avec vous, Jamal Hatabi. Quand vous parlez de campagne électorale, vous en avez parlé, cette campagne électorale va être un peu différente des autres. Vous êtes constitutionnaliste, vous avez la Constitution sous la main. Avec ce qui va arriver, oui. Avec tout cet arsenal juridique qui va arriver. L'arsenal juridique qui est déjà arrivé, qui est déjà là. Et puis c'est surtout la cohorte de 35 ans, des jeunes de moins de 35 ans, qui vont pouvoir faire l'économie des partis politiques et y aller. Comment vous voyez les choses, vous, en tant que constitutionnaliste, et comment vous voyez les choses, vous, en tant que membre d'un parti politique important? Des jeunes qui vont arriver bla حتى واحد بوحدهم شيء بلا زكيه بلا والو. De toute façon, c'est un signe. Le fait qu'on soit obligé d'aller au-delà des partis politiques, c'est qu'un signe de blocage. Donc, les accréditations sont souvent sujettes à des pratiques douteuses. Voilà, pour ne pas dire ça, à des manœuvres, qu'elles soient politiciennes ou autres. Et ça empêche une grande partie de la nation d'accéder à la candidature. Elle reste sur le bord du chemin. Or, cette jeunesse doit être initiée parce qu'il faut passer le relais. Les personnes de mon âge ont eu beaucoup de mal à passer le relais, malheureusement, il faut
et il faut le faire. Le fait d'autoriser les jeunes est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Reste à savoir comment cela va être fait, comment ces jeunes vont être accompagnés, etc. Et puis, on va se retrouver peut-être dans les années 70 avec le fameux RNI. C'est quoi le RNI? C'est l'ensemble des indépendants qui s'étaient portés pendant les élections. Appartenance politique. Sans appartenance politique. Déjà, à l'époque, je l'ai vécu en tant que... On peut continuer sur les comparaisons. Il y a eu le FDIC dans les années 60 et quelque part le PAM dans les années 2000. Non, là vous trompez. Surtout, je ne vous laisserai pas dire une chose pareille. J'attendais votre réaction. J'attendais votre réaction. Je l'ai fait exprès. Est-ce qu'ils auront la capacité de convaincre les gens? Est-ce qu'ils auront la capacité de gagner? Pourquoi pas? Donc on a vu qu'il y a eu beaucoup de... par rapport de la génération Z, les gens ont accompagné cette génération et ça a soulevé énormément d'espoir que cette jeunesse que nous méprisions était une jeunesse qui était formée, une jeunesse sérieuse, responsable et qui ne réclamait pas des choses extraordinaires. Qui ne trouvait pas sa place dans la scène politique telle qu'elle est configurée actuellement. Et en Conseil des ministres, en présence de Sa Majesté, la décision a été prise d'ouvrir ça au moins de 35 ans. Ça participe peut-être un peu à la moralisation de la vie politique et ça donnera aussi une certaine mobilisation des citoyens. Le problème, c'est comment l'électeur va-t-il agir? Est-ce que l'électeur va être séduit par cette jeunesse ou est-ce qu'il va la rejeter? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour nous, c'est une très bonne chose en tant que constitutionnel. Ça ouvre l'horizon. Si je peux. C'est vrai, le sujet autour des jeunes est un sujet très, très sérieux. Parce que selon certaines statistiques, plus de 60% de citoyens sont âgés de moins de 35 ans. Ce n'est pas uniquement l'avenir, mais c'est le présent aujourd'hui du Maroc. On dit toujours que ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui font le Maroc de demain. Ben, moi, je dis que ce sont les jeunes qui font le Maroc d'aujourd'hui. Il y a une volonté de mettre ce capital immatériel dans la dynamique de développement à travers les institutions, à travers la gestion de la chose publique. Régénérer. L'objectif suprême, c'est quoi? C'est de regagner la confiance des citoyens envers la gestion de la chose publique, envers l'action politique, pour générer plus de dynamisme, plus de rythme, plus d'adhésion et plus d'implication dans la dynamique de développement. Et c'est comme ça que ça se répercute sur la création de la richesse dans notre beau pays et puis par conséquent répondre aux attentes aussi bien des jeunes, du monde rural et de toutes les franges de la société. Or, la vie d'un jeune en politique n'est pas toujours rose. Ça, c'est une réalité. Il faut le reconnaître, surtout dans un écosystème comme le nôtre. Parce que des fois, pour les personnes désargentées, c'est une illusion d'espérer de briguer un mandat de député, sauf certaines exceptions. C'est-à-dire, c'est un schéma qui est super compliqué, c'est une dynamique, un ancrage local, c'est un ancrage de proximité au service des citoyens. Et c'est pour ça que, vous voyez, une très grande frange de la société, aussi bien universitaire, n'arrive pas à percer, n'arrive pas à se faire une place, à part quelques exceptions. Alors, la loi, c'est un catalyseur, c'est un levier pour pouvoir... C'est une brèche. C'est une brèche pour mettre en avant la place, la présence des jeunes. Est-ce que c'est suffisant? Pour moi, il faut que les partis politiques s'y engagent également. Il faut que ce soit vraiment une conviction. Il ne faut pas que ce soit uniquement un calcul politico-politicien. Parce que c'est un désaveu lourd quand même de la classe politique. Exactement, c'est ce que j'étais. C'est-à-dire que si le roi est passé par là, c'est que après avoir demandé aux partis politiques à plusieurs reprises de rajeunir en donnant... Rajeunir, ouvrir. Après, la décision a été prise de allez-y les jeunes, sans les compétences des jeunes. Malheureusement, ça n'a pas été fait. C'est pour ça que le roi est passé outre. J'entends bien. Et donc, il a fait son... Il a pris sa décision. J'entends bien, mais comme je disais, même le fonctionnement d'un parti politique dans l'imaginaire du jeune a changé. Ce plus comme c'était celui du professeur Tabé dans les années 70. La perception, c'est-à-dire aujourd'hui, même les jeunes se disent, c'est parti peut-être... non, c'est pas comme ça que ça doit se passer avec la transition numérique, avec la transition digitale, avec je dis pas avec le repositionnement des forces intermédiaires entre le gouverné et le gouvernant. C'est tout un... C'est pour ça qu'il faut que les partis politiques s'ouvrent. C'est tout un écosystème
qui doit se réinventer, qui doit se régénérer, qui doit travailler autrement, qui doit définir d'autres mécanismes et d'autres outils pour être en harmonie et en phase avec les jeunes. C'est ce qu'ils font au PAM, sauf qu'on a peut-être l'impression que parfois c'est précipité. Mais on le fait, et vous allez voir dans les jours qui viennent. Le PAM ne s'ouvre pas. Le PAM s'ouvre, effectivement. Pour les jeunes, nous avons, au sein du PAM, je peux vous donner des exemples. En responsabilité, on les trouve au PAM. Mehdi Ben Saïd les patrons actuels. est un jeune qui a démarré l'aventure politique du PAM depuis 2008. Aujourd'hui, il est à la tête, il fait partie de la direction collégiale, il est ministre, il était député et il a été élu sur la liste nationale et également en liste directe. Il a œuvré, il a persévéré, il a résisté, il est là. Mais ça, les lois qui ne sont pas passées, je peux vous donner le cas. Le PAM est un parti qui est extrêmement dynamique. C'est une réalité, regardez, c'est une réalité, c'est une réalité. C'est-à-dire le PAM a ouvert les portes aux jeunes, déjà pour la prise de parole, pour exister politiquement, pour assumer des responsabilités. Chacun a eu sa chance, il faut qu'il la saisisse. Contrairement à d'autres structures où c'était vraiment pas évident même de prendre la parole, même de rédiger un commentaire sur Facebook. Non, au contraire, le PAM a été fondé sur la libération des potentialités. La libération, je pèse bien mes mots, et notamment les jeunes. C'est que la création du PAM aussi, c'est un parti aussi jeune. Et sa création a été justement une réaction à la fermeture de la classe politique avant. Nous sommes à la fin des années 2000. Conclusion rapide, il reste une minute. Après, conclusion aussi très rapide, 30 secondes. Alors, je pense, pour le PAM, il est fidèle, il est toujours solidaire avec sa coalition. Il ambitionne également d'arriver en tête lors des élections 2026. Nous avons mis en place une dynamique pendant 17 ans, aussi bien organisationnelle, politique et électorale. Aujourd'hui, nous sommes déterminés, nous sommes soudés, nous sommes une famille soudée, et ce n'est pas certaines attaques par-ci, par-là qui viennent vos chefs ont été attaqués assez virulemment de personnes probablement actionnées qui remettra en question notre volonté, notre détermination. Nous sommes soudés, nous sommes une famille, nous sommes fiers de nos dirigeants qui ont été élus au suffrage universel lors du dernier congrès. Nous sommes tous solidaires et ils se font une grande illusion, celles ou ceux qui pensent qu'à travers des attaques minimes risquent de bousculer ou de déstabiliser notre... Conclusion, 20 secondes, 30 secondes. Le défi à relever, c'est ce que le professeur Samir a mis dans son ouvrage, c'est moraliser pour mobiliser. On ne peut pas mobiliser les jeunes, on ne peut pas mobiliser ceux qui se sont écartés, qui ont mis de la distance avec la chose publique et avec la politique sans la moralisation. C'est la raison pour laquelle, bien entendu, l'État fait son travail. Il y a tout un dispositif, toute une batterie de lois qui va venir pour consolider cela. Mais cela dépend aussi de la société marocaine. Il faut que la société marocaine aussi soit morale elle-même. Je parle de la morale publique. Et allons voter. Morale publique. Et surtout pour les jeunes. Moi, les jeunes et les moins jeunes. Je leur ai demandé de s'inscrire. J'espère qu'ils l'ont fait. Je l'ai souvent fait. Donc la politique de la chaise vide, ce n'est pas une bonne chose. Il faut que les jeunes s'inscrivent et il faut surtout qu'ils aillent voter. Merci à vous, merci Jamal Htabi, merci Samir Belfré, merci de nous avoir... C'est toujours court. Hein, merci beaucoup à vous deux, merci de nous avoir suivis et encore une fois, Ramadan Mubarak Karim à toutes et à tous. À la semaine prochaine.